Et si un simple geste du quotidien cachait un secret que personne n'a jamais voulu voir? En 1907, dans un petit village du centre de la France, une jeune femme s'agenouilla pour nettoyer le sol de la maison de ses parents. Une photographie la captura ce jour-là, le sourire aux lèvres, la brosse à la main. Mais derrière ce sourire, il y avait une histoire de dette, de silence et de sacrifice. Des décennies plus tard, sa petite fille découvrit sous le même plancher une marque étrange, polie par des années de souffrance. Ce qu'elle allait apprendre allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille et sur ce que signifiait vraiment travailler par amour. Restez bien jusqu'à la fin, car aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatique inspirée de faits réels. Une histoire où le silence des femmes valait plus que n'importe quelle parole. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime si vous aimez les histoires qui réveillent la mémoire, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou région de France vous nous regardez. Cela m'aide énormément à continuer à partager ces récits oubliés. Des histoires vraies, mais racontées à travers une mise en scène dramatique pour qu'elles ne disparaissent plus jamais de nos mémoires. Louise Artaud-Dubois s'agenouilla sur le sol de la vieille cuisine et tira d'un coup sec sur le linoléum usé. Ses mains tremblaient. Dessous, la pierre révéla quelque chose d'impossible à ignorer. Une bande pâle, lisse comme du verre, traversait le plancher de la porte au poil. En 70 ans, personne n'avait jamais mentionné ce détail. Mais voilà qu'il brillait sous la lumière d'août, à Saint-Julien-aux-Bois, en cette année 1976, comme une cicatrice qui refusait de guérir. Louise passa ses doigts sur la surface. Pas de pores, pas de texture, juste ce poli obsessionnel qui ne pouvait venir que d'une chose. Des années de genoux, d'eau, de brosse, de soude. Derrière elle, sa tante Aline, 77 ans et veuve depuis 3 mois, murmura d'une voix éteinte. Elle frottait là tous les jours, depuis que je me souviens. Louise se retourna brusquement. Qui? Grand-tante Clémence? Aline hocha la tête, les yeux fixés sur cette bande claire qui semblait soudain raconter plus qu'un simple entretien ménager. Tous les matins à 5 heures, avant que le soleil se lève, avant que papa tousse, avant que maman commence la couture, je l'entendais depuis ma chambre, le bruit de la brosse contre la pierre, toujours au même endroit. Louise sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle était professeure à Tulle, habituée aux documents, aux archives, aux preuves écrites. Mais ici, dans cette maison qu'elle aidait Aline à vider, il n'y avait pas de lettres révélatrices, pas de journaux intimes, juste des objets silencieux qui refusaient de rester muets. Sur l'étagère de la cuisine, un flacon de verre contenait encore des résidus jaunâtres. Louise le saisit, le tourna vers la lumière. Glycérine cristallisée. Dans un tiroir, 3 tabliers de lin grossier, tous marqués de taches impossibles à effacer, même après des décennies de lessive. Et dans un coin, posée contre le mur comme un témoin oublié, une brosse au poil court, usée selon un angle identique. Pourquoi elle nettoyait autant? Demanda Louise, bien qu'une partie d'elle-même commençait déjà à deviner la réponse. Aline s'appuya contre le cadre de la porte. Ses mains, douces et ridées, n'avaient jamais connu la soude caustique. Parce qu'on devait tout à Monsieur Vautrin, le toit, le sol, l'air qu'on respirait. Et Clémence était celle qui payait. Louise connaissait l'histoire officielle. Clémence Artaud, la tante pieuse qui s'occupait de sa famille avec dévotion. Dans le village, on racontait encore que la jeune Artaud nettoyait par amour de Dieu. Mais cette bande de pierres racontait une autre histoire. Une histoire de dette invisible, d'accords silencieux, de travail qui ne finissait jamais. Elle chercha dans le buffet et trouva ce qu'elle espérait. Une photographie jaunie, datée de 1907. Clémence Artaud, 22 ans, agenouillée exactement sur cette même bande de pierre, une brosse à la main, un seau de zinc près d'elle. Son tablier blanc, trop propre pour un jour ordinaire. Ses mains, déjà marquées par quelque chose que l'objectif ne pouvait capturer complètement. Mais c'était le sol qui attirait maintenant l'attention de Louise. Dans la photo, cette bande brillait déjà. 90 ans avant Instagram,
70 ans avant cette découverte, la pierre criait déjà une vérité que personne n'avait voulu voir. Elle sourit sur la photo, dit Louise, la gorge serrée. C'était un dimanche de foire, répondit Aline. Maman avait payé le photographe ambulant. Elle voulait montrer que notre maison était propre, que tout allait bien. Un silence. Mais Clémence pleurait tous les soirs en se lavant les mains dans la bassine. Je l'entendais. J'avais 8 ans et je savais déjà que son sourire était un mensonge. Louise regarda de nouveau la bande polie. Combien de matins, combien de litres d'eau mélangée à la cendre? Combien de fois Clémence avait-elle mordu son tablier pour ne pas hurler quand la soude pénétrait les fissures de ses doigts? Je dois savoir, dit Louise en se levant. Je dois comprendre ce qui s'est vraiment passé. Aline eut un sourire triste. Alors va voir Madame Fournier. Elle se souvient. Elle a 82 ans maintenant, mais elle se souvient des mains de Clémence. Le lendemain matin, Louise frappa à la porte de la vieille maison de Madame Fournier. La femme ouvrit lentement, ses yeux encore vifs malgré l'âge. Quand Louise expliqua pourquoi elle venait, Madame Fournier hocha simplement la tête et la fit entrer. « Ta grand-tante avait les mains de quelqu'un qui portait le monde entier », dit-elle en sortant un vieux cahier de recettes. Pas un journal intime, juste des formules pratiques notées au fil des années. Elle tourna les pages jaunies et s'arrêta sur une ligne écrite à l'encre pâle. Pour les mains de Clémence, 2 parts de saindoux, 1 part de cendre fine, glycérine quand possible. Louise sentit les larmes monter. Ce n'était pas de la poésie, c'était de la survie. Toutes les jeudis, elle venait ici, continua Madame Fournier. On échangeait des remèdes. Je lui donnais du saindoux. Elle me racontait jamais rien, mais ses mains parlèrent pour elle. Des fissures si profondes qu'on voyait la chair rouge en dessous. Et elle repartait avec son seau, son tablier, sa brosse. Pourquoi personne n'a rien fait? Madame Fournier eut un rire amer. Fait quoi, petite? C'était comme ça. Les familles devinrent de l'argent, les filles payaient avec leur dos. On savait toutes. On se taisait toutes. Louise sortit de chez Madame Fournier avec plus de questions que de réponses. Mais une chose était sûre, cette photo de 1907 n'était pas un simple instantané domestique. C'était la preuve d'un système. Et Clémence était au centre de tout. Pour comprendre cette bande de pierres polies, Louise devait remonter plus loin, bien avant 1907, jusqu'à l'hiver de 1905, quand Saint-Julien-aux-Bois connut la pire gelée noire de son histoire. Clémence avait alors 20 ans. Elle était revenue depuis peu de Brive, où elle avait passé un hiver comme domestique dans une maison bourgeoise. Le travail était dur, les mains déjà abîmées, mais au moins elle gagnait 15 francs par mois. De l'argent réel, pas des promesses. Puis la gelée était arrivée. En une nuit de novembre, la terre s'était transformée en pierre. Les récoltes de la famille Artaud, déjà maigres, avaient été anéanties. Baptiste, le père, un homme de 45 ans usé par la pleurésie, avait regardé ses champs morts et su que c'était fini. Sans récolte, pas d'argent. Sans argent, pas de quoi acheter les semences du printemps. Et surtout, pas de quoi payer le loyer du toit à Monsieur Vautrin, le négociant de bétail qui possédait la moitié du village. Vautrin n'était pas un monstre, c'était juste un homme d'affaires dans une époque où les affaires se réglaient rarement devant un juge. Il avait convoqué Baptiste chez le notaire Pichon, un homme sec qui tenait les registres informels du canton. Pas de documents officiels, pas de contrat signé devant témoins. Juste un accord verbal, noté dans un grand livre que personne ne verrait jamais. Tu gardes le toit, avait dit Vautrin. Mais quelqu'un de ta famille s'occupe de l'entretien. Mon entrepôt, ma maison. Et surtout, ta propre maison doit toujours être impeccable, comme vitrine. Pour que le village voie que je suis généreux avec mes débiteurs. Baptiste avait accepté. Qu'aurait-il pu faire d'autre? Honorine, son épouse, cousait des ourlets pour quelques sous par semaine. Émile n'avait que 12 ans, et Aline, 6 ans, ne pouvait même pas porter un seau d'eau. Restait Clémence. Je le ferai, avait-elle dit ce soir-là, assise à la table familiale. Sa voix était calme, mais ses mains tremblaient légèrement. J'ai déjà travaillé comme domestique. Je sais comment on fait. Ce qu'elle ne disait pas,
Ses cas brives, elle nettoyait avec de l'eau savonneuse normale. Pas avec de la soude caustique pure, pas 6 jours par semaine, pas sans gants, parce que les gants coûtaient trop cher. Les premiers mois furent insupportables. Clémence se levait à 5 heures, allumait le feu, faisait bouillir l'eau avec de la cendre pour créer une lessive alcaline. Elle frottait d'abord la maison familiale, puis marchait 20 minutes jusqu'à l'entrepôt de Vautrin, nettoyait les planchers couverts de boue et de fumier, puis continuait vers sa grande maison en pierre, où elle passait 3 heures à genoux sur les carreaux froids. Le dimanche, jour du Seigneur, elle ne nettoyait pas les propriétés de Vautrin. Mais la maison familiale, elle, devait toujours briller. Toujours. Parce que Vautrin passait parfois, sans prévenir, voir si le travail était fait correctement. Au début, Clémence cachait bien la douleur. Elle enveloppait ses mains dans des chiffons avant d'aller à la messe. Elle souriait quand les jeunes hommes du village l'invitaient au bal du dimanche. Elle faisait semblant. Mais en 1907, 2 ans après le début de l'accord, ses mains n'étaient plus des mains. C'étaient des outils abîmés, des surfaces craquelées qui saignaient au moindre mouvement. La soude pénétrait les fissures, brûlait la chair vive. Certaines nuits, la douleur était si intense qu'elle restait éveillée, les mains plongées dans l'eau froide de la bassine, mordant son tablier pour ne pas hurler et réveiller Aline qui dormait à côté. Elle avait commencé à refuser les invitations. Pas parce qu'elle n'avait pas envie de danser, mais parce qu'elle ne supportait plus les regards sur ses mains. Les questions polies qui cachèrent le jugement « Pourquoi tu ne te maries pas, Clémence ?» Comment expliquer qu'aucun homme ne voudrait d'une femme sans dot, sans peau sur les mains, qui sentait la soude même après s'être lavée 3 fois? Un jeudi après-midi de mars 1907, Madame Fournier l'avait trouvée assise sur le pas de sa porte, les mains tremblantes, incapable de tenir la brosse. « Viens ici », avait dit la vieille femme sans poser de questions. Elle l'avait fait entrer, avait préparé une mixture épaisse de saindoux et de glycérine, et l'avait appliquée doucement sur les plaies ouvertes. « Tu ne peux pas continuer comme ça », avait murmuré Madame Fournier. « Je n'ai pas le choix », avait répondu Clémence. C'était la vérité. Sans elle, la famille perdrait le toit. Baptiste, avec ses poumons malades, ne pouvait plus travailler au champ comme avant. Honorine cousait jusqu'à ce que ses yeux brûlent, mais cela ne suffisait jamais. Et les enfants dépendèrent de chaque sou. Alors Clémence continuait. Elle développait ces petites résistances invisibles. Parfois, elle oubliait volontairement de nettoyer les coins de l'entrepôt de Vautrin. Une rébellion microscopique que personne ne remarquait. Elle plantait des géraniums rouges sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, la seule chose qu'elle entretenait par plaisir et non par obligation. Et elle économisait. 3 sous par mois, cachés dans une vieille boîte en fer sous son lit. En 10 ans, elle avait réussi à mettre de côté 36 francs. Pour le trousseau d'Aline. Pour que sa petite sœur ait au moins une chance de partir, de ne pas finir comme elle. Mais au printemps 1907, quand le photographe ambulant était passé au village pendant la foire, Honorine avait eu une idée. « Il faut montrer que tout va bien », avait-elle dit, « que notre maison est propre, que nous sommes une famille respectable. » Alors ce dimanche-là, Clémence avait enfilé son tablier le plus blanc, avait pris sa brosse et s'était agenouillée sur cette bande de pierre qu'elle polissait depuis 2 ans. Le photographe avait installé son appareil. « Souriez, mademoiselle. Vous êtes très jolie. » Clémence avait souri. Sur la photographie, on ne voyait pas les fissures sous les chiffons enroulés autour de ses doigts. On ne voyait pas les larmes qu'elle retenait. On voyait juste une jeune femme pieuse, nettoyant la maison de ses parents avec dévotion. Le mensonge parfait. Les années qui suivirent la photo de 1907 transformèrent lentement Clémence en quelqu'un d'autre. Ou peut-être révélèrent-elles simplement qui elle avait toujours été. Une femme capable de porter le poids d'une famille entière sur des mains en lambeaux. En 1911, l'hiver fut particulièrement cruel. Clémence, alors âgée de 26 ans, développa une toux sèche qui refusait de partir. Elle toussait en frottant les planchers. Elle toussait en portant les seaux d'eau glacée. Elle toussait la nuit, recroquevillée sous sa mince couverture, essayant de ne pas réveiller Aline qui dormait à côté d'elle. Honorine voulait appeler le médecin. Baptiste insistait pour qu'elle se repose.
Mais Clémence savait ce que signifiait se reposer. Pas de travail, donc pas de paiement de la dette, donc Vautrin qui viendrait exiger des comptes. Alors elle continuait, même quand chaque respiration semblait déchirer quelque chose à l'intérieur de sa poitrine. Un matin de février, elle s'effondra dans la cuisine de Vautrin, la brosse encore à la main. Ce fut Madame Fournier, venue livrer du linge, qui la trouva inconsciente sur les carreaux mouillés. On la ramena chez elle. Elle resta alitée 3 semaines, dévorée par la fièvre, oscillant entre conscience et délire. Durant ces 3 semaines, Honorine et Aline, alors âgées de 12 ans, prirent le relais. Aline apprit ce que signifiait vraiment le travail de sa sœur. Ses petites mains n'étaient pas habituées à la brosse dure, à l'eau alcaline qui brûlait la peau. Le premier soir, elle pleura en silence en appliquant le sein doux de Madame Fournier sur ses paumes rougies. « C'est comme ça tous les jours pour Clémence ?» demanda-t-elle à sa mère. Honorine hocha la tête, les larmes aux yeux. Depuis 6 ans. Quand Clémence se rétablit enfin, elle était plus maigre, plus pâle, mais elle refusa de rester au lit plus longtemps. « La dette ne se repose pas, » dit-elle simplement. Elle reprit la brosse, les seaux, les genoux sur la pierre froide. Mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Une dureté nouvelle. Une résignation qui ressemblait presque à de la rage contenue. Aline, qui avait goûté au fardeau de sa sœur, commença à regarder Clémence différemment. Ce n'était plus juste sa grande sœur. C'était une héroïne silencieuse, une martyre que personne ne canoniserait jamais. Puis vint 1914. L'été était chaud. Les récoltes promettaient d'être bonnes. Peut-être, pensait Baptiste. Peut-être cette année, il pourrait enfin rembourser suffisamment pour renégocier l'accord. Peut-être Clémence pourrait se reposer. Mais en août, la guerre éclata. Émile, désormais âgé de 21 ans, reçut son ordre de mobilisation. Il partit un matin de septembre, avec une promesse sur les lèvres. « Quand je reviendrai, dit-il en serrant Clémence dans ses bras, je travaillerai le double. Tu ne nettoieras plus jamais les sols de Vautrin, je te le jure. » Clémence sourit faiblement. Elle voulait le croire. Mais elle avait appris depuis longtemps que les promesses se brisaient aussi facilement que la peau de ses mains. Avec Émile parti au front, la charge devint insoutenable. Honorine doubla les heures de couture, ruinant progressivement sa vue. Baptiste, dont les poumons ne pouvaient plus supporter le froid, passait ses journées assis près du feu, silencieux, écrasé par la culpabilité. Et Clémence continuait. Toujours. La même routine. 5 heures du matin, eau bouillante, cendre, soude, brosse, genoux, douleur. Les nouvelles du front arrivaient sporadiquement. Émile était à Verdun, puis à la Somme, puis quelque part dont il ne pouvait même pas prononcer le nom. Chaque matin, Honorine priait en cousant. Baptiste fixait le feu en silence. Et Clémence frottait cette bande de pierre qui brillait maintenant comme un miroir. Un soir de 1916, une lettre arriva. L'écriture maladroite d'Émile, tremblante, couverte de boue séchée. « Je suis vivant. Je pense à vous. Quand je reviendrai, Clémence pourra enfin se reposer. Je vous aime. » Clémence plia la lettre soigneusement et la glissa dans la boîte en fer sous son lit, à côté des 36 francs économisés sou par sou. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, elle se permit de pleurer. Pas de douleur physique, juste d'épuisement émotionnel. D'espoir fragile mêlé de terreur que cet espoir soit une illusion de plus. La guerre prit fin en novembre 1918. Émile revint en janvier 1919. Maigre, changé, hanté par des choses qu'il ne raconterait jamais. Mais vivant. Il revint avec une détermination féroce dans les yeux. « C'est fini, Clémence, » dit-il le premier soir. « Tu ne nettoieras plus pour Vautrin. » Mais la réalité était plus compliquée. La guerre avait détruit l'économie rurale. Les prix agricoles s'effondrèrent de 40% selon les archives municipales consultées plus tard par Louise. Les dettes, loin de se résorber, se multiplièrent. Vautrin, lui-même affecté par la crise, resserra son emprise sur ses débiteurs. Le notaire Pichon convoqua Baptiste en mars 1919. Le vieil homme,
maintenant presque aveugle à cause de la pleurésie chronique, dut signer une prolongation de l'accord. Encore 5 ans. Peut-être plus. Émile serra les poings. Clémence baissa simplement la tête. « Je vais travailler, » dit Émile. « Jour et nuit s'il le faut. Je vais acheter 2 vaches, les élever, les vendre, et on quittera cette dette. » Il tint parole. Pendant 2 ans, Émile travailla comme un homme possédé. Il se levait avant Clémence, rentrait après elle. Il économisait chaque franc. Et Clémence continuait à frotter, même si maintenant elle savait qu'une fin était peut-être en vue. Mais son corps, lui, n'avait plus la force d'attendre. À 34 ans, Clémence ressemblait à une femme de 50. Ses cheveux avaient blanchi prématurément. Son dos était courbé de façon permanente. Ses mains n'étaient plus que des surfaces crevassées, incapables de se refermer complètement. L'hiver de 1920-1921 fut le pire de tous. La neige tomba sans arrêt de décembre à mars. L'eau dans les seaux gelait avant même que Clémence puisse la verser sur les pierres. Elle devait la réchauffer, encore et encore, ses mains plongées dans le liquide glacé puis brûlant, puis glacé à nouveau. La toux de 1911 revint. Plus forte, plus profonde. Cette fois, elle ne toussait pas seulement. Elle crachait du sang sur les pierres qu'elle nettoyait. « Tu dois arrêter !» supplia Aline, maintenant âgée de 22 ans, la même âge que Clémence sur la photo de 1907. « Regarde-toi, tu vas mourir. »« La dette !» répondit simplement Clémence. Toujours la même réponse. Toujours la même prison. En février 1921, Émile annonça qu'il avait économisé assez pour acheter 2 vaches laitières. Avec les profits de la vente du lait et éventuellement des veaux, il pourrait négocier un remboursement final avec Vautrin. La liberté était à portée de main. Clémence pleura en entendant la nouvelle. Des larmes de soulagement mêlées de quelque chose de plus sombre. 16 ans. Elle avait donné 16 ans de sa vie à frotter ses pierres. Et maintenant, alors que la fin approchait enfin, son corps n'avait plus rien à donner. Un matin de mars, elle ne se leva pas à 5 heures. Honorine la trouva brûlante de fièvre, respirant avec difficulté, les lèvres bleues. Le médecin, appelé en urgence, diagnostiqua une pneumonie sévère. Les poumons de Clémence, affaiblis par des années d'inhalation de vapeur de soude et d'eau glacée, n'avaient plus la force de combattre. Clémence resta alitée pendant 3 semaines. Le médecin venait tous les 2 jours, secouait la tête avec compassion, laissait des potions qui ne changeaient rien. La pneumonie progressait. Chaque respiration était un combat. Chaque nuit pouvait être la dernière. Durant ces 3 semaines, quelque chose d'étrange se produisit dans la maison Artaud. Les gens du village commencèrent à passer. Pas pour rendre visite officiellement, juste pour déposer quelque chose sur le pas de la porte. Un pot de miel, un morceau de fromage, un sachet d'herbes médicinales. Madame Fournier venait chaque matin, s'asseyait près du lit de Clémence, lui tenait la main. Ses mains détruites qu'elle avait soignées pendant 15 ans avec du saindoux et de la glycérine. « Tu vas guérir », murmurait-elle, même si ses yeux disaient le contraire. Aline ne quittait presque plus la chambre. Elle qui avait appris à lire grâce au sacrifice de sa sœur, lisait maintenant des passages de la Bible d'une voix douce, espérant que les mots apporteraient du réconfort. « Le Seigneur est mon berger », lisait-elle, la voix tremblante. « Je ne manquerai de rien. » Clémence ouvrait parfois les yeux et souriait faiblement. Ce sourire était le même que sur la photo de 1907, un sourire qui cachait trop de choses. Une nuit, alors que la fièvre était particulièrement haute, Clémence appela Aline près d'elle. Sa voix n'était qu'un murmure rauque. « Promets-moi quelque chose. »« Tout ce que tu veux, » répondit Aline, les larmes coulant librement sur ses joues. « Promets-moi que tu seras professeur, que tu apprendras, que tu ne finiras pas comme moi. » Aline éclata en sanglots. « Je ne peux même pas écrire mon nom correctement. Comment pourrais-je être professeur ? » « Tu apprendras, » insista Clémence avec une intensité surprenante. « Tu apprendras parce que c'est pour ça que j'ai tout fait. Pour que toi, tu puisses avoir un choix. » Elle serra la main d'Aline avec une force qu'on ne lui connaissait plus. « Promets-le-moi. »« Je promets. »
sanglota Aline. Clémence ferma les yeux, apaisée. Elle savait qu'elle ne tiendrait pas cette promesse elle-même. Mais peut-être, à travers Aline, quelque chose de bon sortirait de tout ce sacrifice. Le lendemain matin, Émile revint avec une nouvelle extraordinaire. Il avait réussi à vendre les 2 vaches qu'il venait d'acheter à un prix bien supérieur au marché. Avec cet argent et ses économies, il avait suffisamment pour négocier un règlement final avec Vautrin. « C'est fini, Clémence », dit-il en entrant dans la chambre, les yeux brillants d'espoir et d'épuisement. « La dette est presque réglée. Vautrin a accepté un dernier paiement. Dans 2 semaines, tu n'auras plus jamais à nettoyer ces sols. » Clémence ouvrit les yeux. Une larme coula lentement sur sa joue. 2 semaines, répéta-t-elle dans un souffle. Mais 2 semaines étaient un luxe que son corps ne pouvait plus offrir. La pneumonie empirait. Ses poumons se remplissaient de liquide. Chaque respiration ressemblait à essayer d'inspirer à travers de l'eau. Le curé du village vint administrer les derniers sacrements. Baptiste, assis dans un coin de la chambre, pleurait silencieusement, écrasé par 16 ans de culpabilité. Honorine cousait mécaniquement près du lit, incapable de regarder sa fille mourir, incapable de s'arrêter parce que l'arrêt signifiait accepter l'inacceptable. Le soir du 23 mars 1921, alors que le soleil se couchait sur Saint-Julien-au-Bois, Clémence Artaud rassembla ses dernières forces. Elle regarda tour à tour chaque membre de sa famille présent dans la petite chambre. Son père brisé, sa mère en déni, son frère qui avait tenu sa promesse trop tard, sa petite sœur qui porterait maintenant le poids d'une promesse impossible. « Ne pleurez pas, » murmura-t-elle. « J'ai fait ce que je devais faire. » Ce furent ses dernières paroles. Elle ferma les yeux. Sa respiration devint de plus en plus superficielle. Et à 20h37, selon le registre officiel des décès de la mairie de Saint-Julien-au-Bois, Clémence Artaud, célibataire, âgée de 36 ans, décéda d'une pneumonie. Le registre ne mentionnait pas les 16 années de travail, les mains détruites, les nuits d'insomnie, les rêves sacrifiés. Il mentionnait juste la cause médicale de la mort, comme si c'était suffisant pour expliquer une vie entière. On l'enterra 2 jours plus tard dans le petit cimetière du village. Le curé parla de sacrifice et de dévotion familiale. Les gens hochèrent la tête solennellement. Certaines femmes pleuraient, mais personne ne mentionna Vautrin. Personne ne mentionna la dette. Personne ne dit tout haut ce que tout le monde savait. Clémence était morte de cette bande de pierres polies. Après l'enterrement, Émile alla voir Vautrin avec l'argent, le règlement final. La dette fut officiellement effacée. Il n'y eut pas de document écrit. Juste une poignée de main. Juste un accord verbal que personne ne pourrait jamais prouver avait existé. Vautrin mourut en 1935. Son fils hérita de l'entrepôt, de la grande maison, des terres. Il n'avait jamais connu Clémence. Pour lui, elle n'était qu'un nom vague dans les histoires de son père. Une fille dévouée qui aidait sa famille, disait-on. Rien de plus. La maison familiale resta debout. Baptiste mourut en 1928, emportant sa culpabilité dans la tombe. Honorine le suivit en 1932, ayant cousu jusqu'à son dernier jour. Émile travailla la terre avec acharnement, se maria, eut 3 enfants, dont aucun ne porta jamais le nom de Clémence. Seule Aline se souvint. Elle se maria en 1925, devint mère de 2 enfants, mais ne devint jamais professeure. Cette promesse était trop lourde, trop impossible. Elle la porta comme une dette impayée pendant toute sa vie. Mais elle garda précieusement la photo de 1907. Cette image de sa sœur agenouillée, souriante, nettoyant ce sol qui l'avait finalement tuée. Elle la regarda des milliers de fois, au fil des décennies, essayant de comprendre comment tant de souffrances pouvaient se cacher derrière un sourire si simple. Et elle garda aussi la maison. Même quand ses enfants partirent, même quand son mari mourut. Elle resta dans cette maison où Clémence avait vécu et souffert, comme si partir aurait été une trahison de plus. En 1976, quand sa nièce Louise revint l'aider à vider cette maison devenue trop grande, Aline avait 77 ans, l'âge d'avoir vécu 2 vies complètes. Mais elle n'en avait vécu qu'une seule, hantée par l'ombre d'une sœur qui avait tout donné pour elle. Et maintenant, Louise était là,
à genoux sur cette bande de pierre polie, tenant dans ses mains la photographie de 1907, commençant enfin à comprendre ce que signifiait vraiment ce brillo. Ce n'était pas de la beauté. Ce n'était pas de la dévotion. C'était du sang invisible gravé dans la pierre. Louise passa 2 semaines à chercher. Non pas des documents officiels, elle savait maintenant qu'il n'y en avait jamais eu, mais des traces. Des preuves matérielles de cette vie qui avait été effacée de l'histoire officielle du village. Elle alla voir M. Darzac, l'ancien apothicaire, maintenant âgé de 85 ans et retraité depuis longtemps. Quand elle expliqua ce qu'elle cherchait, le vieil homme hocha lentement la tête. « Entre », dit-il simplement. Dans son bureau poussiéreux, il gardait encore tous ses anciens cahiers. « Ce ne sont pas des documents personnels », expliqua-t-il en les sortant. « Ce sont juste des formules, des recettes, mon métier. » Il ouvrit un volume daté de 1910 à 1920 et tourna les pages jaunies jusqu'à trouver ce qu'il cherchait. Louise lut l'inscription, écrite d'une main méthodique et froide. Main de Classe A. Fissure profonde causée par soude, saignement récurrent. Augmentée proportion de glycérine. Éviter soude pure. Cliente sans ressources pour acheter gants de protection. Ce n'était pas poétique. Ce n'était pas dramatique. C'était juste la banalité administrative du travail qui détruit les corps. La routine de la souffrance transformée en note clinique. Elle venait tous les mois, dit M. Darzac doucement. Parfois plus souvent quand c'était vraiment grave. Je lui donnais ce que je pouvais. Mais elle n'avait jamais assez d'argent pour les vraies solutions. Alors on bricolait, on essayait, on faisait avec. Louise remercia le vieil homme et partit. Elle avait maintenant toutes les pièces du puzzle. La bande de pierre polie. Les escovas usés trouvés dans l'entrepôt de Vautrin. Le flacon de glycérine. Le tablier taché. Les notes cliniques. Et surtout, la photographie de 1907 qui montrait tout sans rien dire. Le lendemain, elle alla voir le directeur de l'école primaire de Saint-Julien. Monsieur Renaud, un homme de 40 ans passionné d'histoire locale, écouta son histoire avec une attention croissante. « Je veux organiser une exposition », dit Louise, « sur le travail invisible des femmes rurales, sur ce que personne ne veut voir, même quand c'est juste devant nos yeux. » Monsieur Renaud accepta immédiatement. 2 semaines plus tard, la salle d'exposition de l'école était prête. Louise avait disposé les objets avec soin. La photographie de 1907, agrandie, occupait le mur principal. Devant elle, sur une table basse, les 3 escovas usés de la même manière. Le flacon de glycérine avec ses résidus cristallisés. Le tablier de Clémence, dont les taches n'avaient jamais pu être lavées complètement. Et au centre, sous une lumière douce, une réplique de la bande de pierre polie, celle que Louise avait fait couper et transporter depuis la maison familiale. Sous l'éclairage, le poli brillait comme un miroir. Impossible d'ignorer, impossible de détourner le regard. La légende était simple, écrite en lettres noires sur fond blanc. Ce brillo n'est pas de la beauté, c'est un coup. Clémence Artaud, 1885-1921. Elle a nettoyé pour que sa sœur puisse lire. L'exposition ouvrit un samedi matin de septembre. Louise s'attendait à une dizaine de personnes, par politesse. Plus de 150 personnes vinrent. Les femmes plus âgées s'approchèrent des objets, avec une reconnaissance silencieuse dans les yeux. Certaines touchèrent les escovas avec révérence. D'autres regardèrent longuement la bande de pierre, se remémorant peut-être leur propre mère, leur propre sœur, leurs propres mains détruites par un travail que personne ne comptait. Madame Fournier, maintenant si vieille qu'elle marchait avec une canne, s'arrêta devant la photo agrandie. Elle pleura doucement. « Merci », murmura-t-elle à Louise. « Merci de la faire voir. » Aline vint aussi, appuyée sur le bras de Louise. Elle regarda longuement chaque objet. Quand elle arriva devant la bande de pierre polie, elle s'agenouilla lentement, avec difficulté. Elle posa ses mains sur la surface lisse. Ses mains douces, qui n'avaient jamais connu la soude, parce que Clémence avait tout donné pour qu'il en soit ainsi. « Je n'ai pas tenu ma promesse », murmura Aline. « Je ne suis jamais devenue professeure. » Louise s'agenouilla près d'elle et prit sa main. « Mais moi, si, je l'ai fait pour vous deux.
Clémence a nettoyé pour que vous puissiez lire. Vous avez lu pour que je puisse enseigner. Et maintenant, j'enseigne pour que personne n'oublie. Aline sourit à travers ses larmes. C'était le même sourire que Clémence dans la photographie. Un sourire qui portait trop de poids. Mais cette fois, ce poids était partagé. Ce poids était reconnu. L'exposition resta ouverte pendant 1 mois. Des étudiants vinrent, des familles entières, des hommes qui n'avaient jamais vraiment pensé au travail de leur mère, de leurs sœurs, de leurs épouses. Certains partirent en silence, d'autres posèrent des questions. Tous repartirent changés, ne serait-ce qu'un peu. Un soir, après la fermeture, Louise et Aline retournèrent ensemble à la vieille maison. Elles s'assirent dans la cuisine, là où la bande de pierre avait été retirée, laissant un rectangle vide dans le sol. « Qu'est-ce qu'on fait de la photo maintenant ?» demanda Aline. Louise réfléchit un moment. Elle aurait pu la donner au musée municipal, aux archives départementales, à n'importe quelle institution qui l'aurait cataloguée, archivée, oubliée parmi des milliers d'autres images. « On la garde », dit Louise finalement. « Ici, dans cette maison, parce que cette histoire n'appartient pas au musée. Elle appartient à notre famille, et à toutes les familles comme la nôtre. » Elle encadra la photographie de 1907 avec soin et l'accrocha dans la cuisine, exactement à l'endroit où Clémence s'était agenouillée ce dimanche-là pour sourire à l'appareil. À côté, elle plaça la légende de l'exposition. La maison ne fut jamais vendue. Louise et Aline décidèrent de la garder, d'y revenir chaque été, de s'assurer que l'histoire de Clémence reste vivante, pas dans les livres d'histoire officiels, mais là où elle avait toujours été, dans les murs, dans les pierres, dans la mémoire transmise de génération en génération. Des années plus tard, quand les enfants de Louise demandèrent qui était la femme dans la photo, elle leur raconta l'histoire complète. Pas la version édulcorée, pas le conte de fées de la fille dévouée. Mais la vérité, Clémence avait nettoyé pendant 16 ans pour payer une dette qu'elle n'avait pas contractée. Elle était morte à 36 ans avec les mains détruites et les poumons brûlés. Elle n'avait jamais eu de mari, d'enfant, de vie à elle. Mais elle avait offert à Aline la possibilité de lire, à Émile la possibilité de travailler libre, à Louise la possibilité d'enseigner. Et à travers cette exposition, à des centaines de personnes la possibilité de voir ce qui avait toujours été invisible. Le brio de cette bande de pierre n'était pas de la beauté. C'était du sacrifice. C'était de l'amour silencieux. C'était le prix que paient ceux qui portent le monde sur leurs épaules, pendant que d'autres marchent tranquillement vers l'avenir. Et maintenant, enfin, Clémence Artaud était vue, reconnue, rappelée, pas comme une sainte, pas comme une victime, mais comme ce qu'elle avait toujours été, une femme qui avait fait ce qu'elle devait faire, dans un temps qui ne laissait aucun choix et qui méritait qu'on se souvienne non seulement de sa souffrance, mais aussi de sa force. Avant de conclure, souvenons-nous. Parfois, la plus grande force se cache dans les gestes les plus silencieux. Cette histoire fictionnelle inspirée de faits réels nous rappelle que des générations entières ont bâti leur dignité dans l'ombre, les mains abîmées, mais le cœur intact. Il n'y a pas de gloire dans le sacrifice oublié, seulement la mémoire de ceux qui ont résisté sans qu'on les voie. Et vous? Qu'est-ce que cette histoire vous évoque? Avez-vous connu, dans votre famille, quelqu'un qui a tout donné, sans jamais recevoir de reconnaissance? Pensez-vous que les dettes morales se transmettent de génération en génération? Ou que certaines cicatrices, comme celle de la pierre polie, peuvent devenir des leçons pour le futur? Écrivez le mot « mémoire » dans les commentaires pour montrer que vous êtes resté jusqu'à la fin. Dites-nous aussi de quelle ville ou région de France vous nous regardez. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de vos parents ou grands-parents, une histoire qui, comme celle de Clémence, pourrait inspirer d'autres épisodes sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche et de la partager. Et surtout, cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir une autre histoire oubliée qui pourrait, elle aussi, changer votre regard sur le passé.